Je n'avais pas pris de photo de moi depuis plus de 2 ans. Pas depuis l'enterrement. Pas depuis que la maison était devenue si silencieuse que j'entendais le bourdonnement du réfrigérateur depuis 3 pièces plus loin. Mais ce matin-là, avec la lumière pâle de l'hiver qui filtrait par la fenêtre de la cuisine, quelque chose m'a poussé à saisir mon téléphone. Peut-être était-ce la façon dont il me regardait. Peut-être était-ce parce que, pour la première fois depuis des mois, je ne pensais pas à la chaise vide en face de moi. Il n'arrêtait pas de me fixer, pas avec peur, pas avec cette panique vitreuse et sauvage qu'on voit chez les animaux piégés, avec autre chose, quelque chose que je n'avais vu qu'une seule fois auparavant dans les yeux de quelqu'un que j'avais perdu. Et puis il a fait quelque chose qu'aucun animal sauvage ne devrait pouvoir faire. Il a souri. Pas une grimace, pas un bâillement ni une menace. Un vrai sourire doux, une expression chaleureuse, indéniable, qui m'a fait dresser les poils sur les bras. Ses yeux se sont adoucis. Sa bouche s'est entr'ouverte légèrement, gentiment, presque timidement. Et en une fraction de seconde, j'ai oublié qu'il était un lynx. J'ai oublié qu'il était censé être sauvage. J'ai tout oublié, sauf cette sensation qu'impossiblement, il me connaissait déjà. À l'époque, je ne savais pas que ce petit sourire n'était que le début de tout ce qu'il allait me montrer. Le centre de réhabilitation de la faune sauvage m'avait appelé 3 semaines plus tôt. J'avais déjà accueilli des animaux, surtout des passereaux, quelques écureuils, rien de bien sérieux. Je leur avais dit que je n'étais pas vraiment en état de m'occuper de quelque chose de demandings. Ma femme Hélène avait été celle qui adorait ce genre de travail. C'était elle qui soignait les moineaux blessés dans des boîtes à chaussures garnies de torchons. C'était elle qui pleurait quand il fallait les relâcher. Après sa mort, j'avais continué à accueillir des animaux parce que cela ressemblait à tenir une promesse, mais mon cœur n'y était plus. Celui-ci est différent, avait dit la coordinatrice d'une voix prudente, ce ton que prennent les gens quand ils vont vous demander quelque chose qu'ils savent que vous refuserez. C'est un bébé lynx, peut-être 4 mois, trouvé seul près du vieux verger de la rivière. Il est stable, mais il est inhabituel. J'aurais dû lui demander ce qu'elle entendait par inhabituel. Je ne l'ai pas fait. Quand je suis allé le chercher, il était dans une caisse de transport qui semblait trop grande pour lui. 15 kilos de fourrure tachetée, des pattes surdimensionnées et des oreilles qui pivotaient vers chaque bruit, comme de petites antennes paraboliques. La technicienne, une jeune femme aux yeux doux, s'est accroupie et a ouvert la porte lentement. « Il ne va pas s'enfuir », a-t-elle dit. C'est ça l'inhabituel. La plupart des animaux sauvages, même les jeunes, jaillissent de leur caisse comme des fusées. Ils filent vers le coin le plus éloigné. Ils aplatissent leurs oreilles, se font petits et invisibles. Celui-ci est sorti prudemment, délibérément, comme s'il entrait dans une pièce qu'il connaissait déjà. Ses yeux ont balayé l'espace, la table de cuisine, la fenêtre, le vieux panier pour chien, dans le coin que je n'avais jamais eu le courage de jeter. Et puis il m'a regardé, vraiment regardé. Son regard s'est accroché au mien et y est resté 3, 4, 5 secondes. Assez longtemps pour que ma poitrine se serre, assez longtemps pour que je manque détourner les yeux le premier. « Il fait ça », a dit la technicienne doucement. « Nous n'avons jamais vu un lynx maintenir un contact oculaire comme ça. D'habitude, c'est une question de dominance ou de peur. Mais avec lui, on dirait qu'il essaie de vous comprendre. » Elle m'a tendu ses papiers d'admission. Sous-poids, déshydraté quand on l'a trouvé, aucun signe de blessure, aucune raison évidente pour que sa mère l'ait abandonné. Mais ses yeux, d'une luminosité douloureuse, inhabituelle, ce genre de clarté qui vous fait vous demander ce qu'il voit
que vous ne voyez pas. Nous pensons qu'il s'est imprégné tôt. » A-t-elle continué en lui grattant derrière les oreilles. Il s'est laissé aller contre sa main, les yeux mi-clos. Il a probablement eu des contacts humains avant qu'on le récupère. Peut-être quelqu'un a essayé de le garder comme animal de compagnie et a pris peur quand il a grandi. Ou peut-être que sa mère avait fait son terrier près des humains et qu'il s'est habitué à leur présence. Quoi qu'il en soit, il est inhabituellement calme, inhabituellement attaché. Elle a prononcé ce dernier mot avec précaution, comme si elle n'était pas sûre que ce soit le bon. Avant de partir, elle s'est agenouillée une dernière fois. Il s'appelle Blaise, au fait. On n'est pas censé leur donner des noms, mais tout le personnel a commencé à l'appeler comme ça. Ça lui va bien. Blaise s'est assis au milieu du carrelage de la cuisine et l'a regardé partir. Il n'a pas pleuré, n'a pas fait les 100 pas, n'a pas cherché à la suivre. Il a simplement tourné ses yeux brillants vers moi et a attendu. « D'accord, Blaise, » ai-je dit, ma voix résonnant étrangement dans la maison silencieuse. « On va s'arranger. » Il a émis un petit gloussement, un son doux et interrogateur qui n'était ni un miaulement ni un grognement, juste un bruit qui semblait signifier d'accord. Au fil des jours suivants, j'ai commencé à remarquer des détails qui ne collaient pas, de petites Laurent, choses qui n'auraient probablement rien signifié pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, qui avais accueilli des dizaines d'animaux, elles ressortaient comme des pièces de puzzle qui ne s'emboîtaient non pas. Blaise m'observait déverrouiller les portes, pas juste un regard distrait au bruit. Il s'asseyait à 1 mètre tête penchée, suivant exactement le mouvement de la clé qui tourne, de la poignée qui s'abaisse, de la porte qui s'ouvre. Une fois, je l'ai surpris debout sur ses pattes arrière, tendant une patte vers la poignée, appuyant et tournant comme s'il essayait de reproduire ce qu'il avait vu. Il étudiait mes routines avec une intensité presque dérangeante. Café à 6h15, son petit déjeuner à 6h30. Je m'installai dans le fauteuil près de la fenêtre avec le journal. Le vieux fauteuil d'Hélène, celui dans lequel je n'avais jamais pu me résoudre à m'asseoir. Et il se plaçait exactement à 1 mètre, observant non pas moi, mais ce que je faisais, la façon dont je tenais la tasse, dont je tournais les pages, dont je m'arrêtais pour regarder les oiseaux dehors. Et ce qui m'a vraiment troublé, c'est qu'il n'a jamais griffé les meubles, pas une seule fois. Tous les animaux sauvages, même les chats domestiques, testent les surfaces, canapés, pieds de table, cadre de porte, c'est l'instinct. Mais Blaise s'approchait du canapé, le reniflait, sortait une griffe comme pour tester, puis s'arrêtait. Il me regardait, attendait, et si je ne réagissais pas, il s'éloignait et s'asseyait à mes pieds jusqu'à ce que je lui montre le griffoir que j'avais installé dans le coin. On aurait dit qu'il demandait la permission, qu'il comprenait qu'il y avait des règles et qu'il essayait de les apprendre. « Tu es bizarre, toi, » lui ai-je dit un matin, en le regardant contourner soigneusement une pile de vieux albums photos que j'avais laissés par terre. La plupart des animaux les auraient renversés sans y penser. Blaise les a évités, comme s'il savait qu'ils étaient importants. Il a gloussé à nouveau, ce même son doux et interrogateur, et j'aurais juré, je sais comment ça peut paraître, qu'il avait répondu « je sais ». Le matin de la photo, je n'avais rien prévu. J'étais juste fatigué, fatigué du silence, fatigué de prendre le petit déjeuner seul, fatigué de me réveiller et d'oublier une seconde qu'Hélène était partie, puis de me souvenir à nouveau. Blaise était chez moi depuis 2 semaines. 2 semaines de compagnie discrète, de le voir me suivre de pièce en pièce, de le voir s'installer sur le tapis près de mon fauteuil pendant que je lisais. 2 semaines à me sentir moins seul.
J'étais assis à la table de la cuisine, mon café refroidissant entre mes mains, quand il a sauté sur la chaise à côté de moi, la chaise d'Hélène. Il ne s'est pas roulé en boule. Il s'est assis bien droit, me regardant avec ses yeux impossibles. « Tu veux quelque chose, mon vieux ?» ai-je demandé. Il s'est penché lentement, délibérément, et a appuyé sa tête contre mon épaule. Pas un coup de tête comme les chats quand ils veulent à manger ou de l'attention. Un appui doux, comme on pose la tête sur quelqu'un en qui on a confiance. Quelqu'un qu'on aime, ma gorge s'est serrée. Je n'avais pas été touché, vraiment touché, avec intention et tendresse, depuis la dernière semaine d'Hélène à l'hospice. Et voilà cet animal sauvage, cette créature qui aurait dû fuir les humains, qui choisissait de se rapprocher de moi. Je ne sais pas ce qui m'a fait saisir mon téléphone. Peut-être voulais-je une preuve que c'était réel. Peut-être voulais-je me souvenir de ce que ça faisait de ne pas être seul. Peut-être une partie de moi savait qu'Hélène aurait voulu voir ça. J'ai levé le téléphone maladroitement, essayant de nous cadrer tous les deux. Blaise a relevé la tête, curieux de l'appareil. Il l'a étudié un moment, oreilles dressées, moustache frémissante, et puis je l'ai vu se produire en direct sur l'écran. Il s'est penché plus près, a pressé sa joue contre la mienne, doucement, prudemment, et a souri. Ce même sourire doux, bouche entr'ouverte, que j'avais vu le jour de son arrivée. Mais cette fois, j'étais juste à côté de lui. Cette fois, je sentais sa chaleur, son odeur sauvage et légère. J'entendais le ronronnement sourd qui montait dans sa poitrine. J'ai pris la photo. Mes mains tremblaient. Quand je l'ai regardé, j'ai dû poser le téléphone, parce que pour la première fois en 2 ans, je souriais aussi. Un vrai sourire, celui qui atteint les yeux et fait mal aux joues, parce qu'on a oublié comment utiliser ses muscles. Et Blaise, assis à côté de moi, a gloussé doucement et a poussé sa tête sous ma main. Ce geste semblait dire « Tu vois, on va bien ». Mais ce n'était pas qu'un moment isolé. Au cours de la semaine suivante, Blaise a commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais vu chez aucun animal accueilli. Il a commencé à s'exprimer, pas par instinct ou besoin basique, mais par choix, par quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'émotion. Quand j'étais triste, et j'avais encore des jours où le chagrin me frappait comme un camion, il m'apportait des objets, une souris en tissu, un bout de papier froissé, une fois, inexplicablement, une de mes chaussettes. Il la déposait sur mes genoux et restait là à me fixer, jusqu'à ce que je le remarque, jusqu'à ce que je le caresse, jusqu'à ce que la pression dans ma poitrine s'allège un peu. Quand je riais devant quelque chose à la télévision, il répondait par un gloussement joyeux, presque joueur, qui me faisait rire plus fort. Quand je restais trop longtemps devant la photo d'Hélène sur la cheminée, il se faufilait entre mes chevilles, solide, chaud, présent. Il écoutait, pas seulement les sons, mais moi, les parties de moi que je croyais avoir enterrées, cette nuit-là, après avoir rangé la photo parce que je ne pouvais pas la regarder sans que mes yeux piquent. Je me suis assis dans le salon avec un livre que je ne lisais pas. Blaise est monté sur le canapé, à côté de moi, pas au bout opposé comme un chat ordinaire, juste à côté, assez près pour que je sente sa respiration. Il m'a regardé avec ses yeux brillants et pleins de compréhension, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a figé les mains sur les pages. Ce lynx n'était pas seulement intelligent, il n'était pas seulement inhabituellement calme ou bien adapté. Il communiquait délibérément, intentionnellement, d'une manière que je commençais à peine à saisir. Et une fois qu'on comprend qu'un animal essaie de vous parler, vraiment parler, pas juste miauler pour avoir à manger ou gratter à la porte, on ne peut plus l'ignorer, il faut écouter. J'ai fermé le livre. Blaise a gloussé doucement, un son qui semblait signifier accord.
Qu'est-ce que tu essaies de me dire » ai-je murmuré. Il n'a pas répondu, bien sûr, mais il a fait quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il a souri. Le matin où Blaise a tapoté mon poignet pour la première fois, j'ai cru à un accident. J'étais au lavabo en train de laver ma tasse à café quand j'ai senti la pression. Une pression douce et délibérée, une patte sur mon poignet gauche, toc toc toc. J'ai baissé les yeux. Blaise était assis à côté de moi, me regardant fixement, puis il a tourné, ostensilement les yeux, vers son bol d'eau vide de l'autre côté de la cuisine. « Tu as soif » ai-je demandé, plus par habitude que par attente. Il a gloussé une fois, court et clair, puis a tapoté à nouveau mon poignet. J'ai rempli son bol. Il est allé boire longuement, puis est revenu et a frotté sa tête contre mon tibia. Un merci, peut-être, ou juste un signe de reconnaissance. Quoi qu'il en soit, c'était la première fois que je comprenais vraiment. Il ne réagissait pas simplement à son environnement. Il formulait des demandes précises. Au fil des jours suivants, les demandes se sont multipliées. Il m'apportait son bol de nourriture vide, le posait à mes pieds, avec un petit gloussement. Il s'asseyait près de la porte de derrière et me fixait droit dans les yeux quand il voulait sortir sur la terrasse fermée. Il grattait le tiroir où je rangeais ses jouets, attendait que je l'ouvre, puis choisissait soigneusement, reniflant chaque option avant de décider. Mais le geste qui m'a complètement bouleversé est arrivé un jeudi matin. J'étais assis au bord de mon lit, fixant mes chaussures sans les enfiler. C'était un de ces matins où le poids de la journée semblait trop lourd, avant même d'avoir commencé. Un de ces matins où je me demandais à quoi bon m'habiller, alors que personne ne m'attendait nulle part. Blaise est entré dans la chambre, s'est arrêté, a penché la tête, puis a disparu dans le placard. J'ai entendu des bruits de grattement, de tissu froissé, et puis il est revenu, portant une de mes chaussures dans sa gueule, doucement. Pas de marque de dents, pas de bave, juste un transport prudent et délibéré. Il l'a posé devant moi, s'est assis, étendu. Je l'ai regardé, il m'a rendu mon regard. « Tu veux que je me lève ?» Il a gloussé, ce même son clair et unique, puis il est retourné chercher l'autre chaussure. Quand il me l'a apportée, j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Cet animal, cette créature sauvage qui aurait dû chasser des lapins dans une forêt quelque part, prenait soin de moi. Il voyait que j'étais bloqué et essayait de me débloquer. J'ai mis les chaussures. La queue de Blaise a frétillé une fois, satisfaite, et il a trottiné vers la cuisine. Je l'ai suivi, et c'est là que j'ai commencé à me demander où s'arrête l'intelligence et où commence autre chose. Il me fallait comprendre à qui j'avais affaire. Pas parce que j'avais peur, même si j'aurais peut-être dû, mais parce que je voulais le comprendre. Je voulais aller à sa rencontre à mi-chemin. Alors j'ai construit une boîte à énigmes. Rien de sophistiqué, juste un cube en bois avec des panneaux coulissants et des compartiments cachés. Le genre de jouet d'enrichissement qu'on donne à un chien intelligent ou à un perroquet. J'ai mis des friandises dans un compartiment et je l'ai posé sur le sol du salon. « D'accord, petit génie, » ai-je dit en m'installant dans mon fauteuil. « Montre-moi ce que tu sais faire. » Blaise s'est approché prudemment, a reniflé la boîte, l'a tapoté d'une patte, puis s'est assis et l'a fixé une minute entière. Il n'a pas bougé, n'a pas griffé frénétiquement, ni essayé de la renverser. Il a simplement observé, étudié. J'avais presque l'impression de le voir réfléchir, cartographier les mécanismes dans sa tête. Puis, avec une précision chirurgicale, il a tendu la patte et fait coulisser le premier panneau. Il s'est arrêté, a penché la tête, a fait coulisser un autre panneau dans la direction opposée. Mon cœur a battu plus vite.
J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à filmer, panneau après panneau. Avec presque aucune tentative et erreur, Blaise a résolu l'énigme, mais ce qui m'a fait trembler les mains, c'est qu'à mi-parcours, il s'est arrêté, a regardé la boîte sous un autre angle, puis a commencé à réorganiser les panneaux déjà déplacés, testant différentes configurations, différentes séquences. Il ne se contentait pas de résoudre. Il expérimentait, jouait avec les possibilités. Quand il a enfin extrait la friandise, il ne l'a pas mangée tout de suite. Il me l'a apportée, l'a déposée à mes pieds, puis m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme de la fierté. « Qui es-tu » ai-je murmuré. Il a gloussé 2 fois, un son plus long, plus complexe que d'habitude, presque, comme une phrase que je ne pouvais pas tout à fait traduire. J'ai regardé cette vidéo 15 fois cette nuit-là. Je l'ai envoyée au centre de réhabilitation. La coordinatrice m'a rappelé en moins d'1 heure. « Ce n'est pas normal », a-t-elle dit, la voix tendue entre fascination et incrédulité. J'ai travaillé avec des lynx pendant 12 ans. Ils sont intelligents, oui, bons résolveurs de problèmes. Mais ce niveau de raisonnement méthodique, c'est du niveau primate. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Elle est restée silencieuse un moment. Ça veut dire que vous devez être très, très prudent. Un animal aussi intelligent va s'ennuyer, se frustrer, et un lynx frustré est dangereux. Mais le danger était la dernière chose qui me préoccupait, tandis que je regardais Blaise s'installer sur le canapé cette nuit-là, une patte tendue pour reposer sur ma jambe. Parce que la boîte à énigmes n'était que le début. La vraie révélation venait des petits moments, des habitudes quotidiennes, des choses qu'il commençait à faire, qui n'avaient rien à voir avec les friandises, les jouets ou la survie. Il anticipait mes humeurs. Les soirs où la maison semblait trop silencieuse, où je me retrouvais debout dans la cuisine, sans me souvenir pourquoi j'y étais entré, l'esprit ailleurs, Blaise apparaissait, non pas en réclamant de l'attention, mais simplement en s'allongeant d'en travers de mes pieds, lourd, chaud, m'ancrant dans le moment présent. Les matins où je dormais trop longtemps, encore pris dans des rêves où Hélène était vivante et riait et où l'avenir n'avait pas implosé, il sautait sur le lit et pressait son nez froid contre ma joue, doucement, obstinément, pour me rappeler que j'étais attendu, ici, maintenant, dans cette version de la réalité. Et les après-midi où je me sentais bien, où je m'installais dans le jardin avec un livre et le soleil sur le visage, il m'apportait un jouet, le déposait sur mes genoux, gloussait joyeusement, une invitation à jouer, comme s'il savait que j'avais autant besoin de joie que de réconfort. « Comment tu sais ?» lui ai-je demandé un jour, en lui grattant derrière les oreilles. « Comment tu sais toujours ce dont j'ai besoin ?» Il a ronronné, ce son profond qui vibrait dans tout son corps. Et pendant un instant, je me suis permis d'imaginer qu'Hélène l'avait envoyé, que, d'une façon impossible, elle avait tenu sa promesse de veiller à ce que je ne sois pas seul. Je l'ai emmenée chez la vétérinaire spécialisée en faune sauvage durant sa 3e semaine chez moi. Le docteur Sophie Laurent, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argent et aux mains assurées, pratiquait la médecine des animaux exotiques depuis plus longtemps que je n'accueillais d'animaux. Si quelqu'un pouvait expliquer Blaise, c'était elle. Elle l'a examiné minutieusement, a vérifié ses dents, ses yeux, son pelage, écouté son cœur, observé comment il explorait la salle d'examen méthodiquement, comment il restait calme pendant des manipulations qui auraient fait se débattre la plupart des animaux sauvages. Enfin, elle s'est reculée et m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Il s'est attaché à vous », a-t-elle dit simplement. « Je sais, mais ses comportements, ce ne sont pas seulement des réponses au trauma.
m'a-t-elle interrompu doucement. Et des dons, à la fois. Elle l'a expliqué soigneusement, comme on explique quelque chose de complexe à quelqu'un qui a besoin de tout comprendre. Certains animaux, quand ils sont sauvés pendant des périodes dits critiques de développement, surtout après avoir subi une perte ou un trauma, forment des liens qui dépassent l'imprégnation normale. Ils ne voient pas simplement leur soigneur comme une source de nourriture ou une présence sûre. Ils créent des liens émotionnels. Ils développent ce qu'on pourrait appeler une intelligence émotionnelle, par nécessité. Blaise a perdu sa mère, a poursuivi le docteur Laurent, probablement de façon violente, probablement sous ses yeux. Il a survécu en restant silencieux, en lisant parfaitement son environnement, en apprenant à comprendre les menaces et la sécurité à un niveau que la plupart des animaux n'ont jamais besoin d'atteindre. Elle a désigné Blaise, assis calmement à côté de moi, l'épaule contre ma jambe. Quand vous l'avez accueilli, il a transféré toute cette hyper-vigilance sur vous. Il ne vit pas simplement avec vous. Il vous étudie, apprend vos habitudes, vos humeurs, vos besoins. Parce que dans son esprit, sa survie dépend du maintien de ce lien, du fait d'être précieux pour vous, de s'assurer que vous ne l'abandonnerez jamais comme sa mère lui a été arrachée. Ma gorge s'est nouée. Donc l'intelligence est réelle, a-t-elle affirmé. Ne la minimisez pas en la qualifiant simplement d'instinct. Ce qu'il fait demande de la cognition, de la mémoire, un traitement émotionnel, la capacité à anticiper les résultats et à ajuster son comportement en conséquence. Ce n'est pas simple, c'est remarquable. Elle s'est penchée en avant, son expression s'adoucissant. Mais voici ce que vous devez comprendre. Il ne fait pas ça parce qu'il a été dressé. Il le fait parce qu'il est profondément, réellement attaché à vous. Et ce genre de lien est un cadeau pour vous deux. J'ai baissé les yeux sur Blaise. Il m'a regardé. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose qui m'a fait mal à la poitrine. Je ne l'accueillais plus simplement. Quelque part en chemin, sans le prévoir, ni même le remarquer, il était devenu de la famille. Cette nuit-là, je me suis assis pour la première fois depuis la mort d'Hélène dans son fauteuil. Il sentait encore faiblement son parfum, lavande et quelque chose d'autre que je n'avais jamais pu nommer. J'avais évité ce fauteuil pendant 2 ans, parce que m'y asseoir rendait son absence trop réelle, rendait la maison trop vide, mais Blaise a sauté dessus et s'est installé sur mes genoux, ronronnant, son poids chaud, solide et vivant. Et j'ai compris que le fauteuil n'était plus vide, aucun espace ne l'était plus. Il a posé sa tête sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. Ses yeux se sont fermés lentement, paisiblement, et j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié. La paix. Mais la paix, j'allais bientôt la prendre, est fragile. Et parfois l'univers teste les liens qu'on croit indestructibles, parce que 3 jours plus tard, un mercredi matin ordinaire qui avait commencé comme tous les autres, tout a changé. Et Blaise m'a montré que l'intelligence n'était pas son seul don. La loyauté l'était aussi. Tout a commencé avec le café. J'étais devant le plan de travail, attendant que la cafetière finisse, quand la cuisine a légèrement basculé, juste assez pour que je doive m'agripper au bord pour me stabiliser. Je vieillis, ai-je marmonné en secouant la tête. Sûrement levé trop vite, pas assez bu d'eau hier. Blaise m'était assis près de la fenêtre à regarder les oiseaux. Il s'est tourné au son de ma voix, oreille dressée, mais je lui ai fait signe que tout allait bien. Le café était prêt. J'en ai versé une tasse, fait 2 pas vers la table, et le sol a disparu. Pas littéralement, mais c'est l'impression que j'ai eue. Une seconde, j'étais debout. La suivante, je tombais. Et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter.
La tasse s'est brisée quelque part au loin. Le plafond a tournoyé, puis tout s'est renversé quand mon épaule a heurté le carrelage. Je n'ai pas perdu connaissance, j'aurais préféré. Au lieu de ça, je suis resté là, la vue trouble, la poitrine serrée, essayant de me rappeler comment respirer. Mon bras gauche ne répondait plus. Mes jambes semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Et à travers le bourdonnement dans mes oreilles, je l'ai entendu. Un son que Blaise n'avait jamais produit auparavant. Un hurlement aigu, frénétique, terrifié. J'ai réussi à tourner la tête. Il était dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Tous les muscles de son corps tendus. Ses oreilles plaquées contre le crâne. Ses pupilles dilatées. Et il me regardait avec une expression qui ressemblait douloureusement à de l'horreur. « Ça va », ai-je essayé de dire, mais les mots sont sortis bafouillés. Blaise ne m'a pas cru. Il s'est élancé, a légèrement dérapé sur le carrelage et a commencé à tourner autour de moi. Des cercles rapides, serrés, engloussant frénétiquement, de courts éclats désespérés. Il a poussé mon visage du museau, m'a léché la joue, a posé une patte sur ma poitrine, comme pour vérifier si je respirais encore. J'ai essayé de lever le bras pour le toucher, le rassurer, mais il ne bougeait pas correctement. Et c'est là que je l'ai vu. Blaise a arrêté de tourner, s'est assis, m'a regardé droit dans les yeux pendant 3 longues secondes. Puis il a couru, pas pour s'enfuir, pas pour se cacher. Il a couru vers le couloir avec détermination, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. J'ai entendu ses griffes griffer le parquet. L'ai entendu heurter quelque chose, la petite table, peut-être. Des objets tombés par terre. Et puis, il est revenu, traînant mon téléphone. Il était trop grand pour sa gueule. Il l'a donc saisi par un coin, avec les dents, le tirant sur le sol, tête baissée, tout son corps tendu par l'effort. Quand il m'a atteint, il l'a laissé tomber sur ma poitrine, puis il s'est assis et m'a fixé, attendant. Mon esprit avançait dans le brouillard, mais une pensée a traversé avec une clarté parfaite. Il sait ce que c'est. Avec ma main droite, celle qui fonctionnait encore, j'ai réussi à déverrouiller le téléphone. Mes doigts étaient épais et maladroits. J'ai ouvert mes contacts, trouvé le numéro de mon voisin Gérard. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'il décroche. « Salut, qu'est-ce qu'il y a ?» Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Je suis tombé. Je ne peux pas me relever. J'ai besoin d'aide. Bon Dieu, j'arrive. 2 minutes. J'arrive tout de suite. La ligne s'est coupée. J'ai laissé tomber le téléphone. Blaise s'est immédiatement collé contre mon flanc, aussi près qu'il pouvait sans s'allonger sur moi. Tout son corps tremblait. J'ai senti son cœur battre rapidement contre mes côtes. Et j'ai compris avec une clarté qui m'a piqué les yeux. Il avait peur, pas pour lui, pour moi. « Bon garçon », ai-je murmuré. « Tellement bon garçon ». Il a gloussé doucement, un son brisé, et est resté là, les yeux rivés sur mon visage, refusant de bouger d'1 centimètre. Ces 2 minutes ont duré des heures. Je pouvais entendre ma respiration, trop rapide et trop courte, sentir la chaleur de Blaise, son poids, la seule chose solide dans un monde devenu liquide et incertain. Goûter le cuivre dans ma bouche, là où je m'étais mordu la langue en tombant. Et je me suis dit, c'est comme ça que ça arrive, c'est comme ça que ça finit. Seul sur le carrelage de la cuisine, avec un lynx que je connais depuis 3 semaines. Mais je n'étais pas seul. Blaise a soudain relevé la tête. Ses oreilles se sont tournées en avant. Il avait entendu quelque chose que je ne percevais pas encore. Le bruit du camion de Gérard dans l'allée, le claquement d'une portière, des pas qui couraient sur le porche. La porte d'entrée s'est ouverte violemment. « Où est ?»
Bon Dieu, c'est un lynx? Gérard se tenait dans l'encadrement de la cuisine, essoufflé, les yeux écarquillés. C'était un homme costaud, ancien militaire, pas facilement ébranlé. Mais il s'était figé, en voyant Blaise collé contre moi. Les lèvres de Blaise se sont retroussées. Pas vraiment un feulement, mais un avertissement clair. Son corps s'est tendu, tous ses instincts, protecteurs hurlants, qu'il devait me défendre de cet inconnu. Blaise, ai-je réussi à dire. Ça va, c'est de l'aide. Pendant un long moment, Blaise n'a pas bougé. Ses yeux sont restés fixés sur Gérard, calculant, évaluant le niveau de menace. Je sentais la tension vibrer dans son corps. Blaise, ai-je répété plus doucement. Laisse-le m'aider. Et j'ai vu se produire quelque chose d'extraordinaire. Les oreilles de Blaise se sont redressées. Son corps s'est détendu. Il m'a regardé une dernière fois, un long regard scrutateur. Puis il s'est écarté, pas loin, juste assez pour laisser Gérard s'approcher. Mais ses yeux ne m'ont pas quitté une seconde. Gérard s'est agenouillé à côté de moi. Ses mains, étonnamment douces pendant qu'il prenait mon pouls, regardaient mes pupilles. L'ambulance arrive. 5 minutes. Tu sens ton bras. Tes jambes, le bras engourdi. Les jambes, là, mais floues. Ok, ne bouge pas, reste tranquille. Il a jeté un œil à Blaise, qui s'était placé à 1 mètre, assis parfaitement immobile mais tendu comme un ressort. C'est vraiment un lynx. Oui, et il m'a apporté le téléphone. Oui, la voix de Gérard s'est faite basse. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Les ambulanciers sont arrivés. 2 femmes, efficaces et calmes. Blaise les a laissés entrer, mais suivait chacun de leurs mouvements avec une attention laser. Quand elles m'ont soulevé sur la civière, il s'est levé, tous les muscles tendus. L'une des ambulancières l'a remarqué et s'est figée. « Monsieur, on ne peut pas vous transporter avec un... » « Gérard s'en occupera, » l'ai-je interrompu. « Gérard, tu peux ?»« Je m'en occupe, » a dit Gérard, même s'il semblait hésitant. « Je reste avec lui jusqu'à ton retour. » Elles m'ont roulé vers la porte. Et Blaise, pour la première fois depuis ma chute, a émis un son qui m'a brisé le cœur. Un long cri bas, plaintif. Pas un hurlement, pas un gloussement, quelque chose de plus profond, qui ressemblait à du chagrin. « Ça va, » ai-je crié, la voix tremblante. « Je reviens, je te promets, je reviens. » Je ne sais pas s'il a compris les mots, mais il a dû entendre quelque chose dans ma voix, car il s'est tu, s'est assis, et les a regardés me charger dans l'ambulance, avec des yeux qui paraissaient insupportablement humains. L'hôpital m'a gardé 6 heures. Examen, perfusion. Une jeune médecin aux yeux fatigués m'a expliqué que j'avais fait un épisode vasovagal, une chute brutale de tension qui m'avait fait perdre connaissance. Pas un AVC, pas une crise cardiaque. Effrayant, mais pas mortel. « Vous vivez seul ?» a-t-elle demandé. « Oui. Vous devriez envisager un système d'alerte médicale. Si ça se reproduit. »« J'en ai un, » l'ai-je interrompu. Et puis, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher, parce que l'absurdité était la seule chose qui m'empêchait de pleurer. Il fait environ 15 kilos, il est tacheté et il a d'excellentes compétences en résolution de problèmes. Elle m'a regardé comme si j'avais cogné ma tête. Peut-être que c'était le cas. Gérard m'a ramené à la maison juste après le coucher du soleil. La maison était sombre, sauf la lumière du porche qu'il avait dû laisser allumée. Il m'a aidé à entrer, sa main ferme sur mon coude. « Blaise. »« Eh bien, il a été quelque chose, » a dit Gérard prudemment. Il n'a pas mangé, il n'a pas quitté la fenêtre de l'entrée. Il était resté là à fixer l'allée pendant 6 heures d'affilée. Ma poitrine s'est serrée. Où est-il maintenant? La dernière fois que je l'ai vu, il était dans ta chambre. J'ai marché lentement dans le couloir.
le corps encore tremblant, et j'ai poussé la porte de la chambre. Blaise était roulé en boule sur mon lit, la tête posée sur mon oreiller. Dès qu'il m'a vu, il a relevé la tête. Ses oreilles se sont dressées, et puis il s'est élancé du lit en 3 bonds. Il ne m'a pas sauté dessus. Il était trop intelligent pour ça, trop conscient que j'étais fragile. Au lieu de cela, il s'est pressé contre mes jambes, levant les yeux vers moi, avec des yeux qui faisaient quelque chose que je n'aurais jamais cru possible chez un lynx. Ils étaient humides, pas exactement en larmes, mais brillants de quelque chose qui ressemblait douloureusement à des pleurs. « Je suis revenu », ai-je murmuré en m'accroupissant lentement. « Je t'avais dit que je reviendrais. » Il a émis un son que je n'avais jamais entendu. Un tria qui s'est brisé à mi-chemin en quelque chose de plus proche d'un sanglot. Puis il a poussé sa tête sous ma main et l'y a maintenue, tout son corps tremblant. J'ai levé les yeux vers Gérard dans l'encadrement de la porte. Ses yeux étaient rougis. « Ah là, je vais vous laisser, » a-t-il dit d'une voix rauque. « Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous appelez, jour ou nuit. Compris? Merci, Gérard. » Il a hoché la tête, s'est arrêté. « Cet animal vous aime. Je me fiche de ce que disent les gens sur les animaux sauvages, qui ne sont pas capables d'aimer. J'ai vu son visage quand ils vous ont emmené. C'était de l'amour. Après son départ, j'ai réussi à atteindre le lit. Blaise m'a suivi, son corps collé au mien, refusant de laisser le moindre espace entre nous. Je me suis allongé prudemment, et il est monté sur ma poitrine, ce qu'il faisait rarement, comme s'il savait que c'était trop de poids d'habitude. Mais je ne l'ai pas repoussé. Il a posé sa tête sur mon cœur, ses yeux se sont fermés. Sa respiration s'est ralentie progressivement, et j'ai compris qu'il écoutait, s'assurant qu'il battait encore, s'assurant que j'étais toujours là. « Je vais bien », ai-je murmuré en caressant son dos. « On va bien. » Il a ronronné, ce son profond que je ressentais plus que je l'entendais. Mais nous savions tous les deux que quelque chose avait changé. Les rôles que nous jouions, sauveteur et sauvé, soigneur et animal, s'étaient brouillés pour devenir autre chose, quelque chose de plus simple, de plus profond. Nous étions devenus famille, celle qui est là, qui refuse de partir, celle qui traîne votre téléphone sur le sol quand vous êtes en train de mourir et qui ne vous lâche pas même une fois que vous êtes sauvé. Celle qui vous aime, pas parce que vous êtes utile, pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes à elle et qu'elle est à vous. Et ça, je commençais à le comprendre. C'est la seule chose qui compte vraiment. La convalescence a été lente, plus lente que je ne l'aurais voulu, plus lente que ma patience ne le permettait. Mais Blaise ne semblait pas s'en formaliser. Chaque matin commençait de la même façon. Je me réveillais plus tôt qu'avant, parce que dormir après le lever du soleil me semblait une perte de temps que je ne savais pas avoir. Et Blaise était déjà réveillé, assis au pied du lit, attendant. Dès que mes yeux s'ouvraient, il gloussait une fois, un son doux qui semblait dire bonjour. Puis il descendait et trottinait vers la cuisine, regardant derrière lui tous les quelques pas pour s'assurer que je suivais. Et je suivais, lentement, prudemment, mais je suivais. Il s'asseyait près de son bol, je le remplissais. Puis, je me versais mon café, décaféiné maintenant, ordre du médecin, et m'installais à la table. Et Blaise sautait sur la chaise à côté de moi, la chaise d'Hélène, celle qui ne semblait plus hantée. Il ne mangeait pas tant que je n'avais pas pris ma première gorgée. Je l'ai remarqué le 3e jour. J'ai cru à une coïncidence, mais ça s'est répété encore et encore. Chaque matin, sans exception, il restait là, la nourriture devant lui, et attendait, me regardait. Et seulement après que j'ai soulevé ma tasse et bu, il baissait, enfin,
la tête pour manger. « Tu vérifies que je vais bien ?» lui ai-je demandé un jour. Il a levé les yeux, s'est léché les moustaches et a gloussé, évidemment. Les heures de midi sont devenues notre routine. Je n'avais pas le droit de faire quoi que ce soit de fatigant. Pas de port de charge, pas de travaux dans le jardin, rien qui fasse monter la tension. Alors je m'installais dans le salon avec des livres que je voulais lire depuis des années. Et Blaise m'apportait des énigmes. Plus la boîte simple. Il l'avait maîtrisée en une semaine. Maintenant il me fallait être créatif. Je lui ai acheté une série de jouets, de plus en plus complexes. Mécanismes coulissants, compartiments cachés, serrures nécessitant plusieurs étapes. Je posais chacun sur la table basse et le regardais travailler. Et chaque fois, il les résolvait plus vite que la précédente. Mais ce qui me troublait, ce qui me faisait saisir mon téléphone pour le filmer, encore et encore, juste pour me prouver que je n'imaginais pas, c'est qu'il ne se contentait pas de résoudre. Il étudiait d'abord, tournait autour, regardait sous différents angles, puis, avec ce que je ne peux décrire que comme une précision chirurgicale, il les démontait étape par étape. Pas de frustration, pas d'essais et erreurs, juste réflexion, puis action. « Tu es trop intelligent pour ton propre bien », lui ai-je dit en lui grattant derrière les oreilles, après qu'il eut ouvert une énigme qui m'avait pris 10 minutes à comprendre comment monter. Il a ronronné et a poussé sa tête contre ma main. Les après-midi étaient calmes. Blaise s'installait sur le canapé, la tête sur mes genoux ou en travers de mes pieds. Parfois je lui lisais de la poésie, surtout parce qu'Hélène adorait la poésie et que cela me semblait la garder près de moi. Parfois nous restions simplement assis en silence, à regarder la lumière changer à travers les fenêtres. Et dans ces moments-là, je me surprenais à penser « ça suffit ». Ce calme, cette paix, cette petite vie étrange, avec un lynx qui sourit, ça suffit. Mais les soirées, c'était là que Blaise me montrait à quel point il avait appris à me lire. Les soirs où j'allais bien, où le poids dans ma poitrine était supportable et où la maison ne semblait pas trop vide, il jouait. Il m'apportait des jouets, les déposait à mes pieds et gloussait avec insistance jusqu'à ce que je les lance. Il les poursuivait, bondissait, les ramenait, un animal sauvage jouant à rapporter comme un chien. Ça aurait dû être absurde. Au lieu de ça, c'était la chose la plus normale du monde. Mais les soirs où je n'allais pas bien, où le silence devenait trop fort et où je me retrouvais debout devant le plan de travail, sans me souvenir de ce que j'étais venu y faire, l'esprit dans un endroit sombre et lointain, Blaise le savait. Il apparaissait à mes côtés, silencieux, solide, et appuyait tout son poids contre mes jambes, jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que de le reconnaître, de revenir au moment présent, de me rappeler que je n'étais pas seul. « Comment tu fais pour toujours savoir ?» lui ai-je demandé un soir, la voix brisée. Il m'a regardé avec ses yeux impossibles et a émis un son qui n'était ni un gloussement ni un ronronnement, quelque chose entre les deux, quelque chose qui semblait dire « parce que je fais attention ». Et c'est là que ça m'a frappé. Il ne vivait pas simplement avec moi. Il prenait soin de moi de la même façon que je m'étais occupé de lui à son arrivée, sous-poids, déshydraté, seul. Nous nous étions sauvés mutuellement, et maintenant nous nous gardions en vie l'un l'autre. 3 mois après la chute, ma fille a appelé. Je ne lui avais pas parlé de l'épisode, je ne voulais pas l'inquiéter. Elle vivait à 5 états de distance, avec sa propre famille, sa propre vie bien remplie. Mais d'une façon ou d'une autre, probablement la femme de Gérard, qui ne savait pas tenir sa langue. Elle avait su. « Papa, pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Parce que je vais bien, ma chérie. Ce n'était qu'un étourdissement. » Un étourdissement qui t'a mis par terre pendant 6 heures. Blaise s'en est occupé. Silence à l'autre bout du fil. Puis, le lynx
Oui, le lynx. Autre pause. Papa, il faut que je voie ça. Il faut que je te voie. Je peux venir le week-end prochain. J'ai regardé Blaise, assis sur le dossier du canapé, qui me regardait la tête penchée. Oui, ai-je dit. Oui, ça me ferait plaisir. Quand elle est arrivée, au volant de sa vieille berline avec ses 2 enfants qui bondissaient sur la banquette arrière, je l'ai prévenue à la porte. Il est protecteur, pas de gestes brusques. Elle a ri. Papa, j'ai grandi avec tes animaux accueillis, je sais comment faire. Elle s'est arrêtée net parce que Blaise venait d'entrer dans le salon et l'a fixé, avec une intensité qui l'a fait reculer d'un pas. C'est un lynx, a-t-elle murmuré. C'est Blaise. Pendant 10 longues secondes, Blaise n'a pas bougé, juste l'a évaluée, calculé si elle représentait une menace. Et puis, parce qu'une partie de lui avait dû reconnaître quelque chose dans son visage, un écho de moi, ou d'Hélène, ou simplement le sentiment de famille, ses oreilles se sont dressées. Il a gloussé une fois et s'est approché pour renifler sa main. Ma fille m'a regardé, les larmes aux yeux. Papa, il est... Je sais. Elle s'est accroupie lentement, l'a laissé la renifler à fond, et quand il a poussé sa tête sous sa paume, elle lui a gratté derrière les oreilles. « Salut, Blaise », a-t-elle murmuré. « Merci de prendre soin de mon papa. » Il a ronronné, ce son profond que j'associais désormais au contentement, à la maison. Ce soir-là, après que les enfants se sont épuisés, à jouer avec les jouets de Blaise, et après que Blaise eut démontré ses talents de résolution d'énigmes devant 4 humains médusés, ma fille m'a prise à part. « Il faut que tu partages ça », a-t-elle dit. « Que tu partages ce que vous avez tous les deux. » Elle a sorti son téléphone et m'a montré une photo qu'elle avait prise sans que je m'en rende compte. Moi dans le fauteuil, en train de lire, Blaise sur l'accoudoir à côté de moi, la tête posée sur mon épaule, les yeux mi-clos de contentement. J'ai fixé la photo, l'expression sur mon visage, paisible, presque heureux, la tendresse absurde d'un animal sauvage qui choisissait d'être aussi proche, aussi doux. Les gens ont besoin de voir ça, papa. Ils ont besoin de savoir qu'un tel lien est possible, que l'amour arrive dans les endroits les plus étranges, que la guérison est différente pour chacun. J'y ai pensé cette nuit-là, après qu'ils étaient allés se coucher. Blaise roulait en boule à côté de moi sur le canapé, sa respiration lente et régulière. Et j'ai compris qu'elle avait raison, pas parce que je voulais de l'attention, pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que cette histoire, notre histoire, signifiait quelque chose. Elle signifiait que même dans les moments les plus sombres, même quand on se croit trop brisé, trop vieux ou trop seul, le lien reste possible, l'amour reste possible. Alors le lendemain matin, j'ai pris une autre photo. Je me suis assis au même endroit que 3 mois plus tôt. Blaise a sauté à côté de moi, sans que je le lui demande, comme s'il savait ce que je faisais. Et quand j'ai levé le téléphone, il s'est penché, a pressé sa joue contre la mienne, et a souri. Ce même sourire doux, bouche entr'ouverte, qui m'avait volé le cœur la première fois. J'ai regardé la photo longtemps avant de la publier. Vraiment regarder les rides de mon visage, qui semblaient plus douces maintenant. La lumière dans les yeux de Blaise, la façon dont nous nous emboîtions. 2 âmes improbables qui s'étaient retrouvées quand nous en avions le plus besoin. J'ai écrit une légende simple. Il y a 3 mois, j'ai accueilli un lynx qui avait tout perdu. Je pensais le sauver. En réalité, nous nous sommes sauvés mutuellement. Et puis je l'ai publié. Je n'attendais rien. Peut-être quelques likes d'amis, quelques commentaires de la communauté de la faune sauvage. Au lieu de ça, en moins d'1 heure,
Mon téléphone a commencé à vibrer sans s'arrêter. Des centaines de commentaires, puis des milliers, puis des dizaines de milliers. Je n'arrête pas de sourire. C'est la plus belle chose que j'ai vue cette année. Leur lien semble sacré. Ce lynx est plus intelligent et plus gentil que mes propres animaux. Merci de partager ça. J'ai perdu mon mari l'an dernier, et ça m'a redonné espoir. Ce dernier commentaire m'a fait pleurer, parce que j'ai compris que ce n'était plus seulement notre histoire. C'était la leur aussi, de tous ceux qui avaient perdu quelqu'un, de tous ceux qui s'étaient sentis seuls, de tous ceux qui avaient oublié ce que signifiait le lien. Blaise leur montrait ce qu'il m'avait montré, que l'amour ne suit pas de règles, que la famille n'est pas toujours de sang, que parfois les cœurs les plus sauvages nous choisissent, et qu'il faut avoir le courage de les choisir en retour. Ma fille a appelé, riant et pleurant en même temps. « Papa, tu es en train de devenir viral. Tu sais ce que ça veut dire ? » « Aucune idée. Ça veut dire que des millions de gens voient Blaise, des millions de gens pleurent à cause de ton lynx. » J'ai baissé les yeux sur Blaise, totalement indifférent à sa célébrité sur Internet. Il était trop occupé à essayer de voler un morceau de mon sandwich. « Tant mieux, ai-je dit. Peut-être que ça aidera quelqu'un. » Et ça a aidé. Les messages affluaient. Des gens partageant leurs propres histoires de liens inattendus, d'animaux sauvés devenus famille, de deuil et de guérison, et de cet espoir têtu et étrange qui nous fait continuer, une femme a écrit. J'allais mettre mon chat en adoption, parce que je pensais ne pas pouvoir gérer un animal en plein deuil. Votre histoire a changé ma décision. Merci. Une autre. Mon père vit seul depuis que maman est partie. Je lui envoie ça. Peut-être qu'il envisagera enfin d'avoir un compagnon. Et une autre. Ça m'a rappelé qu'il est permis de laisser entrer quelque chose de sauvage dans son cœur. Je les lisais à Blaise ce soir-là, sa tête posée sur ma poitrine, son ronronnement vibrant dans mes côtes. « Tu as bien travaillé, mon vieux, » ai-je murmuré. « Tu aides les gens. » Il a gloussé doucement, m'a regardé avec ses yeux brillants et pleins de compréhension, et a souri. Pas pour l'appareil, pas pour les millions de gens qui finiraient par voir son visage et sentir quelque chose de chaud s'épanouir dans leur poitrine, juste pour moi, l'homme qu'il avait accueilli quand il n'avait rien, l'homme qui lui avait donné un foyer et qui, en retour, avait reçu une raison de continuer. Nous nous étions sauvés, nourris, guéris mutuellement. Et maintenant, à notre petite échelle, nous montrions au monde à quoi ressemble l'amour quand on a le courage de l'accepter des endroits les plus inattendus. Blaise s'est déplacé, s'installant plus confortablement contre moi. Sa respiration s'est ralentie, ses yeux se sont fermés. Et je suis resté là dans le fauteuil d'Hélène, avec un lynx sauvage endormi sur ma poitrine, et j'ai pensé, voilà ce que signifie être en vie. Pas simplement survivre, pas simplement traverser les jours, mais ce lien, ce but, cet amour dans sa forme la plus étrange et la plus belle. La maison n'était plus silencieuse, elle était pleine, pleine de gloussements doux et de ronronnements profonds, du bruit des griffes sur le parquet, et de la sensation d'être nécessaire, d'être choisi, d'être chez soi. J'ai regardé une dernière fois la photo sur mon téléphone, le sourire, le lien, la preuve que même les cœurs les plus sauvages peuvent choisir l'amour. Et j'ai murmuré dans la pièce calme, à Hélène ou à l'univers, ou simplement à moi-même. Merci pour tout, pour le chagrin qui m'a appris à ressentir, pour la solitude qui m'a appris à me connecter, et pour cette étrange et parfaite créature qui m'a appris que la famille n'est pas quelque chose qu'on perd. C'est quelque chose qu'on continue de trouver dans les endroits où on s'y attend le moins, si on accepte de la laisser entrer. L'oreille de Blaise a frémissé.
Sa patte s'est contractée contre ma poitrine.